Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce deuxième événement organisé par la revue Ouvrage, une nouvelle revue de pratique et théorie autonome à gauche, avec une sensibilité particulière aux enjeux liés au travail, au féminisme et au champ de la reproduction sociale. Donc, je suis Valérie Simard, je fais partie du comité de rédaction de la revue. Je suis aussi enseignante dans le réseau scolaire public à Montréal, donc l'épicentre de la crise au Canada et qui est devenue une des villes les plus touchées en fait par la pandémie dans le monde. En tant qu'enseignante et employée de l'État, j'ai été et je suis confrontée aux tentatives chaotiques de restructuration et de réorganisation du travail pour répondre aux exigences de la santé publique afin de limiter la propagation du virus. Donc, la crise a fait la démonstration que l'État avait la capacité d'adopter des mesures extraordinaires, inimaginables il y a quelques semaines à peine. Mais la crise a aussi révélé avec plus d'évidence encore l'incapacité du capitalisme à répondre à la pandémie et surtout la centralité du travail de reproduction sociale, ce travail qui permet à la société de fonctionner en temps normal sans qu'on ait trop à y penser. Donc, cette centralité-là du travail reproductif, mais aussi l'importance des femmes dans le contexte de la pandémie, a été soulignée par de nombreuses autrices dans les dernières semaines. On peut penser à Françoise Vergès, Titi Bhattacharya, Aurore Coquelin, autant parce qu'elles sont les plus touchées par le virus, se trouvant au cœur des systèmes de santé, occupant les postes les moins valorisés et les plus exposés, faisant partie de la catégorie la plus concernée par les mises à pied, celles qu'on applaudit et qu'on appelle nos anges gardiens pour cacher le mépris dont elles font l'objet, sont aussi celles qui subissent le plus sévèrement les conséquences de la crise. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec une théoricienne marquante de la théorie de la reproduction sociale qui est confinée à New York, un autre point chaud de la pandémie. Donc, c'est Sylvia Federici qui est avec nous aujourd'hui, qui a cofondé le collectif féministe international à l'origine de la campagne Un salaire contre le travail ménager, qui est professeure émérite à l'Université Hofstra à New York et qui est aussi l'autrice de nombreux ouvrages, notamment Caliban et la sorcière, Point zéro, Propagation de la révolution, Le capitalisme patriarcal. Elle a récemment aussi publié un entretien avec Maria Rosa Dalla Costa, La crise de la reproduction sociale aux éditions du Remue-Ménage. Et plus récemment encore, elle vient tout juste de publier Periphery of the Skin, Rethinking and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism. Merci beaucoup, Sylvia, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Valérie, merci à toi. Donc, on va débuter. Je vous expliquais que j'avais eu envie de discuter avec vous parce que j'ai relu récemment l'essai que vous avez écrit dans la foulée de la crise économique de 2008, un essai intitulé « De l'accompagnement des personnes âgées et des limites du marxisme ». Donc, à l'époque, vous aviez jugé important de vous intéresser à la vieillesse, surtout à la prise en charge des personnes âgées et aux conditions de travail des personnes qui les accompagnent. Vous souligniez alors que la question de la vieillesse était un angle mort de la gauche radicale et vous appeliez carrément à opérer, je vous cite, une révolution culturelle autour de la question contre la représentation dégradante de la vieillesse qui la présente comme un fardeau pour les finances publiques en même temps qu'une étape optionnelle qu'il serait possible de surmonter. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, dans le contexte de la crise économique, la vieillesse vous était apparue comme un enjeu important à politiser pour la gauche? Naturellement, non, parce que, bon, c'était très clair pour moi, non, en lisant tous les textes du marxisme, le père qui ont fondé la politique socialiste, non, qu'il n'y avait pas une référence à la situation des âgés, non, que comme dans le capitalisme, pratiquement les âgés ont été exclus, non, de la vue de l'organisation et la théorie de mouvement radical. Non? Ça n'était pas vrai toujours, parce que dans les années, par exemple, dans le siècle XVIIIe et aussi dans certains mouvements radicaux du siècle, de la fin du siècle XVIIIe, il y avait une conscience de l'importance, non, de se mobiliser pour les âgés.
il y avait aussi des discussions pour des programmes qui pouvaient améliorer la vie de ceux qui avaient terminé de travailler. Bon, mais tout ça, c'est perdu, non? Et alors, le travailleur, le sujet révolutionnaire est toujours, non? Est toujours une personne qui est employée, surtout une homme. Nous savons aussi que toute la théorie d'organisation marxiste et socialiste a marginalisé les femmes, mais il a marginalisé aussi les travailleurs, donc, qui ont terminé sa capacité de participer. Alors, et bon, pour moi, non, c'est un problème très, très grave parce que ça signifie qu'à la fin, non, dans le mouvement socialiste, on a accepté ou adopté la même position qu'on a envers les âgés dans la société capitaliste. Mhm. Il va voir les âgés comme ils ne sont pas productifs, non, comme un moment de la vie, une période de la vie qui est dévalorisée. Et c'est un grand changement culturel, non? Parce que dans beaucoup de sociétés précapitalistes, les âgés, non, et on va penser surtout aussi dans les sociétés, non, indigènes, par exemple, entre les indigènes de l'Amérique, du continent américain, non, les âgés étaient ceux qui étaient, non, qui préservaient la mémoire de la communauté. On pensait qu'il avait plus de sagesse, il avait des expériences, il pouvait comprendre les mouvements, il pouvait comprendre mieux non, toutes les tendances sociales, culturelles. Non? Et avec le capitalisme, on a un bouleversement, un changement radical qui voit les âgés comme moins productifs. Non? Et alors, ça a été une motivation très importante pour moi, non? La nécessité de revaloriser, non? Et de ne pas considérer, non, la valeur de la personne, non, à partir d'une conception de productivité, que c'est une productivité toute capitaliste à la fin, non? Qu'est-ce que c'est la productivité, non? Alors, ça dépend, non? On décide de la productivité de la personne, de la mesure dans laquelle peuvent contribuer à l'accumulation de la richesse privée, non? Alors, c'est ça que je voulais mettre au centre, non, de la révolution. Lorsque je parle de révolution au point zéro, qu'il faut une révolution dans notre conception de la reproduction sociale, non? Et ça doit commencer avec une révolution, non, au niveau de la valorisation de la vie, valorisation de la personne, et mettre fin à cette discrimination avec la femme, les enfants et surtout les âgés. Parce que les âgés sont à la fin ceux qui, bon, ont fini, non? Et on voit ça, tout ça est très, très dangereux parce que ça s'est traduit. Cette vision capitaliste a été traduite dans nos mesures sociales, non, qui ont coupé complètement toutes les ressources, non, à le programme pour les âgés. Alors, ce n'est pas, par exemple, un accident que la plupart de ceux qui ont mort, non, sont jeunes qui étaient dans, comme on dit, nursing home. Comme je ne sais pas le mot en français, nursing home. Les maisons de repos, non, les maisons où les pauvres, entre les âgés, non, non, qu'il y a été une mortalité très, très forte, non? Parce que si on va voir la situation de cette maison dans les dernières années, dans les dernières 20 années, on voit qu'il était une crise continuelle. Il y a un repos
donc beaucoup de documentation sur le fait que les gens qui allaient là, non, étaient très vulnérables parce qu'il n'y avait pas de ressources, pas de personnel, des infirmières, etc., etc. Et alors que la malnutrition, non, que les erreurs dans les médications, que les abus sexuels también aussi, abus physiques, beaucoup de gens, non, et surtout le manque d'attention. Beaucoup de gens, non, surtout ceux qui ont l'Alzheimer, sont vraiment abandonnés. Non? Pratiquement, beaucoup de fois, ils sont abandonnés. Non? Beaucoup de fois, on lui donne des pilules pour les faire dormir, tout ça. Alors, je dis que le numéro de ceux qui ont mort dans ces 2 mois, que c'était une crise annoncée, que c'était une crise planifiée, que ce n'est pas une chose innocente. Il y a des coupables. Les politiciens, les économistes, donc, qui ont décidé de couper les ressources. Et je dis plus en général que la société en général a dévalorisé, a accepté que cette personne soit pratiquement non, laissée mourir. Ou qu'après avoir travaillé toute une vie, non, elle passe les dernières années de sa vie dans cette façon déprimante, dans cette façon qui les fait très, très vulnérables, non, à les abus et à la tristesse, une tristesse terrible, non. Alors, pour moi, c'était une cri de dire, non, il faut changer. Et si le mouvement radical, si le mouvement qui se pose la question de transformer la société ne le vont pas à faire, ne vont pas à contraster cette situation, qui va le faire? Ça, je crois que l'épidémie a montré la mesure dans laquelle, non, cette dévalorisation est vraiment mortale. Puis, il semble y avoir un certain malaise. En fait, ce que vous dites, c'est que c'était une crise annoncée. Et en fait, ici, la direction de la santé publique s'est pas gênée de parler de 2 courbes on parle beaucoup de cette courbe-là. Donc, il y avait la courbe dans la population en général et la courbe des décès dans ici, on appelle les CHSLD, les centres de soins longue durée. Et on a parlé, certaines personnes ont même mentionné une certaine forme de géronticide sur lequel, en fait, on se ferme un peu les yeux ou qu'on accepte cette idée que on laisse les gens mourir pour pouvoir continuer la vie active. Oui, donc en fait, ce que vous mentionnez aussi, c'est qu'on a adopté des mesures pour contenir cette pandémie-là. Presque toutes les juridictions ont imposé des mesures de confinement et de distanciation physique. Donc, en attendant un vaccin, ce semblait être les seules stratégies pour limiter la propagation du virus et éviter l'engorgement du réseau de santé surtout. Donc, au Québec, on a fermé les écoles le 13 mars dernier. À ce moment-là, on a renvoyé la responsabilité de la continuité pédagogique aux familles et surtout aux mères confinées. Puis en même temps, presque au même moment, on a interdit les visites dans les centres de soins longue durée pour les personnes en perte d'autonomie et les personnes âgées, donc les nursing homes, fermant la porte à des milliers de proches aidantes qui habituellement comblent gratuitement les lacunes du système. Donc, dans les 2 cas, le système n'a pas résisté à la restructuration imposée par la crise. La mise en place de l'école à distance s'organise à peine alors qu'il reste 1 mois d'école, tandis qu'on assiste à une réelle catastrophe humanitaire dans les nursing homes, dans les CHSLD. Donc, c'est 2 exemples frappants de la complexité du travail de reproduction sociale. Vous disiez, dont le caractère holistique des nombreuses tâches qu'il implique ne peut se contenter d'un engagement qui ne soit total. La crise sanitaire semble contenir une autre crise,
celle de l'organisation du travail reproductif. Qu'est-ce que la crise de la reproduction sociale et comment elle se manifeste dans le contexte de la pandémie, Sylvia? Oui, avant tout, beaucoup de choses ici à dire. Beaucoup de choses, non? Non, avant tout que l'épidémie a mis à montrer tous les problèmes de cette société. Non, elle n'a pas créé les problèmes, seulement elle a grandi les problèmes qui naturellement déjà existaient. Non? Et alors que la stratégie de confinement a été une stratégie qui, bon, dans une certaine mesure, était nécessaire, mais en général, comme il a été appliqué, a été aussi catastrophique. Par exemple, dire que les familles ne peuvent pas aller au centre où vivent les âgés, les nursing homes, non, des places de soins de les âgés, est une mesure catastrophique parce que les visites, nous savons que les visites de la famille ont été un instrument de contrôle, non? Que les malades, les âgés, non, dans les maisons qui avaient une fille, un fils qui allait les visiter régulièrement, non, étaient dans une situation plus protégée. Parce qu'ils pouvaient contrôler, ils pouvaient voir, ils pouvaient protester, non? Et aussi complémenter le soin. Parce que beaucoup de cette maison, non, n'ont pas de personnel. Alors que le travail de la famille, non, est très important. Et aussi, beaucoup de fois, la nourriture. Parce que beaucoup de gens sont mal nourris. Non, il n'y a pas de ressources vraiment qui. Alors, dire non, non, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas venir dans un moment dans lequel beaucoup de travailleuses et travailleurs dans cette maison n'allaient pas travailler alors qu'il y avait une autre réduction du personnel. C'était vraiment une politique aveugle, non? Et la même chose aussi avec le confinement total, non, dans la maison. La femme, les enfants, non, il y a une situation très difficile. Nous le voyons surtout, mais pas seulement, mais surtout avec la question de la violence contre les femmes. Nous savons qu'il a augmenté la violence domestique contre les femmes et que beaucoup de femmes sont dans une situation désespérée parce que elles ne peuvent pas, elles ne savent pas où aller. Lorsqu'il y a un mari qui est violent, qui les abuse, non? Et naturellement, la situation de confinement va exaspérer toutes les tensions dans la famille. Bon, non? Tout ça. Alors, comme je disais auparavant, non? Et la crise de l'épidémie, non? A montré dans toute sa dramaticité la crise qui déjà existait dans la société, non? Et c'est une crise de reproduction, et c'est une crise permanente. Nous disons la femme, surtout, a toujours été en crise, et pas seulement la femme, parce que le virus a attaqué surtout, non, les âgés, mais aussi les personnes, les noirs, les immigrantes, les gens qui sont dans le carcel, non? Des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas une habitation. Dans les États-Unis, maintenant, il y a vraiment toute une population de gens, non? C'est incroyable que maintenant, en plein siècle 21, non, il y a vraiment une population de gens qui vivent dans la rue. Que plus en plus, l'habitation n'est pas un droit, une chose, mais est un privilège, non? Est en train de se transformer dans un privilège. Alors, l'épidémie a montré tout ça dans une forme dramatique. Et c'est pour ça que je dis que, surtout dans les dernières 40 ans, avec le développement néolibériste du capitalisme, non? La reproduction
dans la société capitaliste, la reproduction a été toujours un territoire de crise. Parce que le capitalisme est une société, non, qui est fondée sur la suggestion du travail humain et de la personne, non, à l'accumulation de la richesse. Alors, il y a une logique systématique qui gouverne, non, toute la politique et l'économie du système capitaliste, qui est un système qui ne valorise pas, qui ne pose pas au centre de la politique sociale les valeurs de la personne, non? Et l'importance de la vie humaine, le bien vivre, non? Bon, ça c'est vrai en général, et ça a été intensifié dans les derniers 30, 40 ans avec cette nouvelle politique d'austérité qui, dans forme différente, a été imposée au pays de tout le monde. Non? Et ça signifie le coupe de tout l'investissement social dans la reproduction sociale. On a coupé l'argent et les ressources à la maison pour les âgés, à l'école, non? Et en même temps, non, on a transformé, non, des parts très importantes de la reproduction sociale, comme l'agriculture, la production de ce qu'on mange. Et nous avons vu une industrialisation de l'agriculture. L'agriculture s'est faite aujourd'hui toujours avec des substances chimiques, avec des graines transgéniques. Donc, tout ça a une conséquence pour le système immunitaire, pour notre corps. Non? On voit le numéro de cancers. Non? Aussi, on a coupé tout l'argent, comme je dis, au service social, pour la maison âgée, pour les enfants. Non? Alors que nous avons vu dans cette année, par exemple, et ça c'est vraiment le miroir de la crise sociale et de la crise de la reproduction. Nous avons vu avant tout un grand numéro, une incrémentation de le numéro de gens qui se tuent, des suicides, entre les jeunes, entre les âgés, entre les femmes. Dans les États-Unis, en l'année 2019, 48 000 personnes se sont suicidées. 48 000. On parle toujours de les statistiques de la mort de Covid. On ne dit jamais le numéro de gens qui se vont à tuer tout. Et aussi que l'espérance de vie continuellement ça va baisser. Aujourd'hui, les femmes prolétaires peuvent espérer de vivre 5 ans moins que sa mère. Ça, c'est une statistique très, très préoccupante. La situation des âgés, nous avons parlé de la situation des âgés, non? Il y a beaucoup de services, par exemple, le service d'assistance sociale qui vont à la maison aider ceux qui ne sont pas complètement autosuffisants. Ça a été coupé. Le centre pour les âgés. À New York, par exemple, ils ont coupé beaucoup de centres. Centres pour des âgés qui vivent seuls, qui n'ont pas une vie sociale, peuvent aller, on avait des programmes, on avait des manger communautaires. Ça a été coupé. Alors, tout ça, les enfants, tu sais que dans les États-Unis, par exemple, nous avons plus de 8 millions d'enfants qui sont catalogués avec des maladies mentales. L'hyperactivisme, l'autisme, la dépression, aussi la dépression. Il y a beaucoup d'enfants, 4 ans, 5 ans, qui prennent des pilules contre la dépression. Pourquoi? On dit que ce sont maladies mentales. Non, ce sont maladies sociales. Parce que toute cette incrémentation de la maladie mentale, je le vais appeler, c'est une conséquence
non, de la faute, la manque d'attention, que moins on fait attention aux enfants. Il n'y a pas du temps. Dans les familles, il n'y a pas du temps. Non? Et l'attention de la famille, non, a des conséquences pour les enfants aussi, qui internalisent toutes les préoccupations pour la précarisation de la vie. Alors, nous, avant de Covid, non, même avant de l'épidémie, il y avait une situation de crise très, très forte dans tous dans tous les aspects de la reproduction sociale, soit les enfants, soit les écoles. Dans l'école, ici, je ne sais pas au Canada, mais ici, ils ont coupé, dans les écoles publiques, ils ont coupé, éliminé tous les programmes qui peuvent intéresser les enfants. Les programmes de la musique, de la danse, du design, de l'art artistique, non? Bon, alors il y a l'école, on va faire du texte d'habilité au travail, textes qui vont à contrôler, non, ta capacité de t'adapter. Bon, je crois que si on ne va pas à comprendre, si on va à traiter, à considérer cette crise comme quelque chose d'exceptionnel, si on pense qu'il y a un moment qu'on va à retourner à la normalité, que c'est la normalité, c'est la crise. La normalité, c'est la crise. L'épidémie a montré la crise de la normalité. Non? Alors, je crois que si on ne va pas à comprendre et à se mobiliser pour répondre, non, à cette attaque systématique à la vie de la personne qui a passé dans les dernières, surtout dans les dernières 30, 40 ans, non, une forme différente, avec des conséquences différentes, avec un impact différent sur parties différentes de la population. Est clair que les Noirs, que les migrants sont plus victimisés, sont plus attaqués, non? Mais en général, il y a été vraiment un désinvestissement dans la reproduction sociale. Au même temps qu'on a posé beaucoup de la richesse sociale dans la guerre, dans la sécurisation, non, de la vie quotidienne, nous vivons une militarisation de la vie quotidienne qui est un scandale, non? Tout ça est pour réprimer les protestes contre cette attaque qui est au centre duquel est la dévalorisation de notre vie. Vous avez mentionné beaucoup de choses importantes. J'aimerais revenir en fait sur cette question-là de la crise. Vous en avez parlé dans une intervention récente que vous avez faite en espagnol. Justement, vous dites qu'on est dans un état de crise. La normalité, c'est la crise. La normalité, c'est la crise, si. Et qu'est-ce qui fait en sorte que, donc c'est arbitraire de déclarer un état général de crise? Qu'est-ce qui mène les classes dominantes, la classe dominante, à déclarer un état de crise? Pourquoi on parle en ce moment, on réalise qu'il y a une crise alors que on savait que ces problèmes-là existaient ou en tout cas que ça n'allait pas bien avant la pandémie non plus? Oui, c'est une question très importante et toujours ouverte. You know? Pourquoi on a fait ce qu'on devait faire? Parce qu'on savait depuis beaucoup de temps que cet virus, non, on dit qu'en décembre ou janvier, on connaissait déjà, non? Pourquoi on n'a pas pris des mesures différentes, non? Et alors, bon, on peut spéculer avant tout, non? La situation générale de la politique, non, néolibériste, qui est une politique qui ne va pas à intervenir avec des mesures sociales d'investissement de la reproduction, non? Mais aussi une mesure d'expérimentation sociale, non? Parce que est clair
que tout ça pouvait être anticipé. Et alors, la décision, non, seulement d'intervenir au moment dans lequel la crise était très, très répandue, non? Et aussi, je crois qu'on va à répondre à cette question. Non, ce n'est pas facile maintenant, mais on peut répondre, non, peut-être dans une année, lorsque nous voyons comme cette crise va être utilisée. Parce qu'on peut voir maintenant qu'il y a des changements qui sont en train de passer et que sont changements qui vont être constitutionnels. Par exemple, nous voyons que la réorganisation du travail, non, c'est une forte question. Combien du travail, non, qu'on fait maintenant à la maison, non, vont rester à la maison, non? Combien de travail, non? Quel type de réorganisation de l'organisation du travail nous allons avoir? Parce que c'est une grande expérimentation et on voit maintenant que dans l'école, non, on voit qu'il y a beaucoup de cours à tout niveau qui ne vont pas être réorganisés dans une façon sociale. Non? Alors, ça, c'est très préoccupant. Nous savons que le capitalisme, non, a appris à utiliser les crises, à utiliser et quelquefois à provoquer les crises. Non, mais à utiliser toutes les crises pour faire des restructurations qui sont nécessaires. Et ici, il est nécessaire de dire que depuis beaucoup de temps, non, on nous dit que le capitalisme est en crise, que les niveaux de profit ne sont pas suffisants. On a montré, par exemple, que depuis des années, le taux d'intérêt, non, sur l'argent est zéro, non? C'est-à-dire que dans le passé, non, le moyenne historique a été le 3-4%. Maintenant, les intérêts, lorsque un businessman, non, va prendre une prête de la banque, l'intérêt est zéro, que c'est une anormalité. C'est pas, non, de l'histoire du capitalisme, non? Et on dit que ça est l'expression de la crise, parce que pendant que dans toutes ces années, il y a été un niveau d'exploitation très fort, non? Tout à moins, non, il semble que le grand capitalisme international n'est pas satisfait avec le niveau d'exploitation du travail, d'accumulation de richesses. Alors, on doit comprendre, on va voir comment cette crise va être utilisée pour faire le changement qui a déjà été programmé. Non? Et on doit spéculer pourquoi, non, le système n'était pas plus préparé. Jusqu'à ce point, il a été une incapacité, ou jusqu'à ce point, il a été, non, une volonté de ne intervenir pas, non, et parce que la situation, on pensait que la situation pouvait être contrôlée ou utilisée. Non? Alors, c'est une question que je ne peux pas répondre, non? Pourquoi on l'a fait, non? Mais c'est très important de voir qu'il n'y a pas, c'est une crise politique. Le Covid, c'est une crise politique, c'est une crise sociale. Ce n'est pas seulement une crise de salut, de santé. Non? La crise de santé est la conséquence d'une crise politique. Puis, en fait, dans
dans vos essais, puis vous avez mentionné à de nombreuses reprises aussi que le travail reproductif, il résiste à l'automatisation. Parce qu'on aurait pu croire, en fait, étant donné que là, on doit utiliser les technologies justement pour pouvoir poursuivre ce travail-là à distance en limitant les contacts. On aurait pu croire qu'avec l'état d'avancement des sociétés capitalistes, justement, qu'on aurait pu aisément faire l'école à la maison, automatiser les soins aux personnes âgées ou aux malades. Pourtant, on le voit très bien que c'est un échec. Les enfants ne sont pas vraiment scolarisés à la maison et les personnes âgées décèdent et bon, on l'a mentionné. Donc, qu'est-ce qui fait que le travail reproductif résiste à l'automatisation? Ah, Pourquoi? oui. Non, si, pour moi, c'est vraiment drôle. Lorsque les gens, depuis beaucoup d'années, non, j'ai fait question avec beaucoup de femmes, ils disent, ah, mais maintenant, le capitalisme, seulement les machines, on éliminait tout le travail, nous vont être tous des employés parce que, et je dis, mais ça, qu'est-ce que signifie ça? Parce qu'on peut voir très bien, non? Avant tout, il faut dire que la technologisation et la digitalisation du travail s'est accompagné dans les années, non, main à main, s'est accompagné avec une incrémentation, non, du travail comme esclavisant, du travail fait dans une façon pas, non, alors qu'il y a les deux, ici le français, mais non, bon, En anglais. je peux dire que, bon, je crois que Marx avait raison, que les machines ne produisent pas valeur dans un sentiment capitaliste, non? Que c'est vraiment le travail humain qui produit la différence, qui produit l'accumulation, non? Et nous l'avons vu que dans les années, dans cette année, non? Le digital, la production digitale qui occupe la vision des plupart de la gauche. Non? C'est accompagné, si on va voir l'Afrique, si on va voir l'Amérique latine, avec une grande quantité, non, de travail vivant, de travail, non, qui se passe dans une façon esclavisante, très brutale, qu'il y a eu une recrudescence, non, de formes d'exploitation qui nous rappellent, non, l'esclavisation. Alors, il faut voir ça. Et l'autre chose, est-ce que est très clair que lorsqu'on parle de l'automation, que l'automation va substituer tout le travail humain, on pense au travail dans une façon très limitée. Parce que le travail de reproduction, je le dis et je le vais dire, ne peut pas être automatisé. Bon, on peut user des machines pour laver les choses ou des machines pour laver... Non, et on peut user des choses, machines pour non, faire pour la maison, la télévision, mais ça signifie réduire le travail de reproduction à un nombre limité de tâches. Et ne voir que le travail de reproduction implique beaucoup d'activités, non? Et que est un travail qui se fonde sur l'interactivité entre les personnes, qui a un caractère émotionnel, qui a un caractère, non, qui ne peuvent pas être consignés à une machine, non? Avant tout, pense-toi que va être, non, la maison du futur, où il y a machines qui vont à cuisiner, qui vont à laver, qui vont à se préoccuper des enfants, qui vont à faire, non? Imagine-toi, mais avant tout, ça serait une société dans laquelle je crois que
peu de personnes veulent vivre, non? On dit qu'au Japon, non, on peut acheter une femme, non, qui s'appelle Lovebot, l'amoureuse robot, l'amoureuse robot. Bon, ça c'est la société dans laquelle nous voulons vivre, non? La mère bot, la nurse bot, la femme pour, non, le robot pour les âgés, le robot pour les enfants, le robot, non. Avant tout, la robotisation de la vie, la robotisation de la production signifie détruire les derniers arbres qu'il y a dans le monde. Déjà, les forêts, les bosques, les mers là sont contaminés, sont détruits. Il y a une déforestation sauvage, non? Et tout ça pour l'extraction minière, non? Mais même s'il était possible, même si on pouvait vivre dans une maison ou une communauté ou populée par robots, non? C'est clair qu'il serait une dégradation de la vie pire que nous pouvons imaginer, non? Alors, toutes les valeurs émotionnelles, intellectuelles, non, de la relation entre les vivants, entre les humains, non, qui seraient perdues. Alors, pour moi, le travail de reproduction, c'est un travail qui ne peut pas être remplacé, non? Peut être complémenté, mais pas remplacé pour les machines. Oui, puis je pense qu'on en a, c'est vraiment une démonstration de ça en ce moment, avec des personnes âgées en fait qui se laissent mourir de faim parce qu'ils voient plus leurs enfants, les enfants à l'école qui ne sont pas motivés à poursuivre les apprentissages parce qu'ils n'ont pas ce cadre-là, mais aussi ce lien-là avec l'enseignante. Et nous voyons, par exemple, la perte que nous vivons, non? Parce que dans la communauté du passé, non, il y avait comme une transmission de connaissances et transmission de l'histoire de la communauté, de l'histoire de la famille, mais aussi de l'histoire de la communauté. Lorsqu'il y avait des communautés dans lesquelles les âgés vivaient avec les enfants, lorsqu'il y avait grand-père et grand-mère, etc., et des âgés, parce qu'il y avait toute une connaissance, une transmission culturelle, intellectuelle, émotionnelle aussi, non, qui te donnait plus de sécurité, non, c'était plus facile de comprendre ta place dans le monde, non. Imagine, lorsqu'il y a le robot, il n'a pas d'histoire, non. On va penser le robot qui va annoncer s'occuper d'un enfant. Et nous savons par exemple que la perte de relations émotionnelles, qu'est-ce que ça signifie avec un petit enfant? Qu'il y a le développement maintenant et le développement émotionnel et intellectuel est très, très dépendant d'une interaction avec la mère, avec le père, avec des gens, que c'est très important, surtout dans les premières années de vie, avoir cette échange. Non? Et lorsqu'il n'y a pas, il y a des enfants qui sont intellectuellement et émotionnellement non, congelés, non? Qui ne pas passer développer naturellement. Ce que ça nous démontre aussi, par contre, c'est que, comme vous le dites, c'est qu'on n'a pas, bien sûr, l'automatisation ne peut pas remplacer ce travail-là, mais on n'a pas non plus réussi à le collectiviser ou en tout cas, on s'est atomisé de plus en plus. Puis ce travail-là, souvent, maintenant, puis ça aussi, vous l'avez mentionné à de nombreuses reprises, il est maintenant mondialisé, marchandisé et confié souvent aux femmes migrantes, aux personnes migrantes. Et là, on se retrouve dans cette problématique-là, en fait, dans une crise sanitaire où est-ce que ce sont ces personnes-là aussi qui prennent soin des malades, qui vivent dans les quartiers les plus pauvres, qui deviennent à leur tour ces quartiers-là des foyers de transmission communautaire. Puis donc, moi, ce que j'aimerais savoir, vous entendre pour compléter, en fait, c'est
quelle leçon on devrait tirer la gauche, en fait, de cette réorganisation-là du travail qui s'est faite sur le dos des personnes les plus précaires, parmi lesquelles on trouve justement beaucoup de personnes migrantes et dans les domaines du soin, Oui. beaucoup de femmes majoritairement. Oui, 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 parce que l'important voir que dans les dernières, non, à partir de la fin des années 70, non, que bon, lorsqu'il a commencé cette révolution pas, non, la globalisation, non, le change de l'organisation de la production mondiale, non, et le change de la relation entre État et capital, État et reproduction sociale. Tous ces grands non, changements qui s'est passé, non, qu'il y a eu une réorganisation de la division du travail à niveau international, non, qui a changé aussi l'organisation du travail reproductif, non. Et alors que beaucoup de femmes, je crois qu'à Montréal, on connaît sans doute, non, que cette réorganisation fut une réponse politique au grand mouvement révolutionnaire, non, des années 60, non, à la lutte des ouvrières, à la lutte anticoloniale, à la lutte des femmes, non, alors qu'a été une contre-révolution la globalisation, non, et qu'elle oui, tu veux voir. qui a été une contre-révolution, non, et bon, et alors que la réorganisation du travail est passée avec l'entre des femmes, non, dans le travail salarié, non, le capitalisme a ouvert la porte dans la grande restructuration de la production qu'on fait, la porte à beaucoup de femmes dans le travail salarié, dans le secteur du service, et en même temps, non, ils ont employé des femmes qui venaient du tertiaire monde, de l'Amérique latine, en Europe, dans les États-Unis, pour les remplacer, non? Et je crois que c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette thème. Mais je crois qu'il est très important de voir avant tout que la migration des femmes, non, du Caraïbe, de l'Afrique, de l'Asie, les Philippines, non, a été impulsée avant tout avec une paupérisation massive, non, paupérisation massive qui a été construite à travers de la crise de la dette, une crise complètement artificielle, qui a permis à les gouvernements de la communauté européenne, aux États-Unis, aux banques mondiales, d'imposer des programmes d'austérité, l'ajustement structurel, des programmes d'austérité brutale, qui étaient une forme de recolonisation. Alors, l'immigration de cette femme, comme l'immigration en général, qui a augmenté, n'était pas un désir de travailler, de voyager, n'était pas sorti d'un désir, bon, nous allons prendre le travail, non, a été une chose vraiment forcée, parce que dans beaucoup de ces régions, les conditions vitales pour la reproduction sociale n'existaient plus, non? Et bon, par exemple, une expression de ça a été dans le répandissement des épidémies en Afrique, hein, parce que la malnourriture générale, l'impauvrissement général. Bon, ça c'est important de voir que dans les moments dans lesquels on parle de l'émancipation des femmes, avec le travail, les Nations Unies, les conférences des femmes, toutes ces choses, non, qui a justifié nouvelles formes d'exploitation des femmes, non, nouvelles formes d'exploitation des femmes, parce que la majorité du travail que les femmes ont gagné en allant à travailler pour un salaire, on était travail de femmes, on était salaire de femmes, qui ne lui permettait une autonomie réelle, non? Beaucoup de femmes aujourd'hui, la majorité des femmes aujourd'hui dans les États-Unis qui travaillent hors de la maison, non, doivent faire deux travails. Et beaucoup d'elles ont des dettes,
même s'ils font deux travail, elles ont beaucoup de dettes. Non? Alors, ça, c'est la situation. Non? Vraiment. Et les femmes migrantes sont les femmes qui sont occupées des enfants, qui sont occupées dans les hôpitaux, des âgés, Bon. La solution, et ça, c'est aussi, non, pour moi, un exemple de la manque de la gauche, qui n'a pas fait de ça une chose centrale. Et aussi du mouvement féministe. Parce que j'ai lu beaucoup de choses, non, qui font une approche culpabilisante, non, en disant, oh non, je ne dois pas prendre, je ne dois pas, c'est bon. Mais nous nécessitons une approche politique. Et bon, mon espoir et ce que j'écris, les choses sur lesquelles je me suis mobilisée, c'est pour construire une lutte commune sur la question de la reproduction. Il faut dire que le changement plus positif, plus important, est venu des femmes migrantes même. Sont elles que dans tous les pays, à partir de Hong Kong, de l'Italie et surtout les États-Unis et aussi le Canada, les femmes migrantes se sont organisées. Non? Il y a maintenant des mouvements qui sont très connectés et, par exemple, dans les États-Unis, ils ont gagné quelque chose. Non? Par exemple, ils ont gagné d'être reconnus comme travailleuses. Pas dans tous les États, mais je crois que ça va passer dans tous les États. Dans beaucoup d'États, chaque année, il y a plus d'États qui sont en train de changer les lois pour reconnaître, imagine-toi, jusqu'à les années 2000, dans les États-Unis, les femmes qui faisaient le travail domestique pour d'autres familles, non? Pour l'argent, n'étaient pas considérées travailleuses. Elles étaient considérées compagnons, non? Dames de compagnie. Bon, alors elles sont en train de gagner, non? Sur le papier, parce qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'imposer lorsque tu as une relation individuelle avec le donneur du travail. Mais c'est quelque chose. Ils ont une visibilité. Ils ont été capables de visibiliser. Ils sont allés en la rue. Ils ont fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la travailleuse domestique est une figure sociale, une figure de lutte. Et est une femme qui a posé sur le terrain la question du travail domestique. Non? Il y a un mouvement très fort en Espagne qui s'appelle Territoire domestique actif. Non? Très, très bon, fantastique, femmes fantastiques, non? Qui viennent de l'Afrique, du Caraïbe, qui disent, si nosotros nada se mueve, si nous, rien bouge. Mm-hmm. Alors, c'était une de notre slogans, non? Pour moi, le défi est d'unir, de faire une lutte commune pour changer, et changer en deux directions. Pour moi, ça c'est ma politique maintenant, non? Le changement en deux directions qui est complémentaire. Une est une lutte pour réclamer la richesse sociale et faire que le travail de reproduction et toutes les activités de reproduction gagnent les ressources qui sont nécessaires à reproduire notre vie. Et avec ça, un changement politique, social, culturel qui, comme disent les femmes en Espagne ou en Amérique latine, met la vie au centre. Et met la vie, la prospérité de les gens au centre de la politique sociale. Et l'autre est un change dans l'organisation de la reproduction même.
parce que je crois que le lien très fort entre la mère, le père, la communauté sont importants, mais la façon avec la famille nucléaire qui a atomisé, non, et isolé, fragmenté la reproduction a été un grand problème pour les femmes, non? Que la maison et la famille s'est convertie dans une carcère pour beaucoup de femmes, non? Et alors, et bien aussi dans une approche écologique. La séparation de toutes ces maisons, c'est vraiment une folie dans un point de vue écologique. Non, le Rochemont, surtout dans un des pays qui sont l'hiver, non, imaginez comme réchauffer, mais aussi faire beaucoup des activités domestiques, faire-les avec des autres femmes, non? N'être pas tous les jours isolés. Et déjà, nous le voyons dans beaucoup de pays où il y a une tradition de vie plus communautaire, comme beaucoup de pays de l'Amérique latine, non? Comme l'Argentine, dans les favelas, le Brésil. Nous voyons qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes qui se sont en train d'organiser, se sont organisées pour réorganiser la vie et la reproduction dans une forme sociale plus collective. Alors, la récupération de la ressource et la réorganisation de la reproduction dans une forme qui va à supérer l'isolement, non? Et aussi comme partager avec les hommes. Mais partager dans une façon atomisée n'est pas suffisant. Avant tout, beaucoup de femmes ne veulent pas vivre avec une autre. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, non, sont seules avec son enfant. Alors, toujours parler de partager avec les hommes, c'est vrai. Il faut, non, déféminiser la reproduction sociale. Il faut déféminiser, il ne doit pas être seulement une chose de femme. Mais ça ne peut être la seule solution. Puis est-ce que c'est dans cette forme de réorganisation-là de la reproduction, puis du travail de reproduction, en fait, que vous trouvez une place pour ce que vous avez appelé dans votre dernier, dans Periphery of the Skin, un militantisme joyeux? Peut-être on pourrait finir là-dessus sur une note de quelle place pour le militantisme joyeux dans un monde en crise? Absolument, absolument. Et ici aussi, je crois que les femmes joyeuses, la conception des femmes dans une façon très grande. Hein? Femme, ce n'est pas seulement une définition biologique. Alors, mais oui, parce que pour moi, non, la lutte, le champ social, l'engagement, faire des choses pour changer la société doit être une activité aussi joyeuse. Non, doit être une activité joyeuse. Non, on peut, ce que j'écris, est-ce qu'on peut souffrir parce que en s'opposant à la politique gouvernement, comme nous savons très bien, non, pose des risques, pose des difficultés, mais en même temps, il faut que le travail politique ne se transforme pas dans un travail aliéné. Et je dis ça parce que beaucoup de fois, non, mais il semble, surtout venant des mouvements de la gauche, que, bon, faire une autre réunion, aller à une autre marche, etc., etc. Je dis, bon, lorsque ça, non, lorsque tu es engagé dans une forme de mouvement, d'activité politique, non, qui s'est transformé dans une nouvelle soin, alors c'est temps de changer, non? Parce que la vie est trop difficile. Pour la plupart des gens, la vie est déjà vraiment un grand poids journellement. Alors, s'engager doit changer immédiatement quelque chose, non? On doit toujours tenir, non, s'engager avec une vision du futur, c'est essentiel,
mais en même temps, on doit s'engager dans une façon qui va améliorer ta vie immédiatement. Et je crois que les femmes l'ont compris. Je vois plus en plus, en voyageant à plein avec des groupes, des mouvements, non, qui toutes maintenant se préoccupent de complémenter l'engagement politique dans une façon plus traditionnelle avec manger ensemble, faire une danse, écouter la musique, intégrer dans l'activité politique des choses qui sont, qui te donnent, qui vont à créer un lien émotionnel, qui vont à te donner des joies, qui vont à changer ta journée. Que ce n'est pas seulement la politique comme un travail, un autre travail, une autre préoccupation. Mais c'est une chose que je vais à la réunion parce qu'il y a mes amis, mes copains, parce qu'il y a un lien émotionnel, parce que tu donnes tes avis pour la semaine, se rencontrer, il y a une félicité aussi. Je crois il faut nourrir la lutte. Et nourrir, non? Et aussi, à partir de ça, qu'on peut imaginer autres formes de reproduction. Et commençant à faire des choses ensemble, non? À garder les enfants ensemble, qu'on peut expander l'imagination. De quel type de vie nous allons construire. Parce que le futur n'est pas écrit dans un livre. Le futur se va à construire indépendant des possibilités réelles que nous tenons tous les jours. Et nous voyons, la politique, le changement est aussi un moment de grande expérimentation. Et l'expérimentation, comprendre les formes nouvelles de vie, les possibilités, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Tout à fait. C'est une belle façon, je pense, de conclure notre entretien. Je vous remercie encore énormément, Sylvia Federici, d'avoir accepté de discuter avec moi ce matin. Puis, merci à toi, Valérie. Merci à toi. C'est très, très important de rompre l'isolement. Tout à fait. J'espère que vous allez pouvoir reprendre les voyages pour maintenir les solidarités. J'aime beaucoup. Montréal, c'est une place qui est très proche de mon corps. Merci beaucoup. Merci à toi. Si, ciao.